La fin de l'année s'approche. C'est même le dernier épisode d'actualité que nous vous proposons cette année 2018. C'est le 193e épisode, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est écrit dans l'écran, donc je n'ai pas dit de bêtises, c'est bien le 193e épisode que nous enregistrons ce 20 décembre. La semaine prochaine, entre Noël et Nouvel An, on vous proposera quelque chose, c'est une surprise, on va pas encore tout vous dévoiler maintenant. Dans cet épisode, vous allez retrouver ces deux personnages. D'un côté, le Père Noël, de l'autre, le Père Noël, mais en civil alors. Voilà. Donc Sébastien d'un côté, celui qui a le bonnet rouge et des cheveux sous le bonnet, et de l'autre Bruno. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ? Comment allez-vous bien ? Ça va bien. Ça va, toi, l'année se termine. Il est temps, hein, je pense. Je pense que l'année, voilà, l'année 2018 ne va pas, enfin voilà, 2019 ne peut être que mieux, je pense. C'est ce qu'on dit chaque année. Hein. Ouais, chaque fois c'est pire. C'est ça que t'essayes de dire. Donc voilà. 193e épisode, 193e épisode pour nos amis français qui sont majoritairement nos auditeurs. Évidemment pour les technos, nous allons passer ensemble en revue l'actualité technologique de cette semaine telle que ces deux lascars l'ont vue et l'ont interprétée. On va... J'essaie de retrouver... Voilà, j'ai retrouvé mes boutons. Et donc voilà. Par contre, courrier des auditeurs, j'ai pas tout suivi cette semaine, mais je pense que s'il y avait des réponses à donner, on les a données, et sinon il y avait des messages très sympas, on les a lus, mais qui n'appelaient pas nécessairement de réponse. C'est pour ça qu'on ne les a pas nécessairement épinglés en début d'épisode. Il y avait une question ou une remarque par rapport à un très vieux hors-série concernant de la domotique. On en parlera entre nous et on branchera les bonnes personnes dessus. Je ne sais plus exactement de quoi ça parlait, mais ça avait l'air d'être intéressant. Je pense que ça n'appelait pas de réponse particulière, mais en tout cas, il y avait des choses intéressantes qui ici disaient aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. On peut commencer, si vous le voulez bien, avec la première lettre de notre abécédaire. A comme Apple, je ne sais pas qui va commencer, on va parler d'Apple et de l'iPad plié, l'iPad qui se plie apparemment, d'après ce qu'on sait en tout cas, c'est normal. Voilà. Et ça me fait plaisir d'abord de pouvoir revenir parce que ça fait quasi un mois que je n'avais pas fait de petit numéro, donc voilà, ça me fait une petite émotion de revenir sur le micro. Et donc avec Apple pour commencer, ma marque fétiche, quoi. Et donc voilà, je ne pouvais pas ne pas épingler ce petit truc que j'ai trouvé très sympa, c'est que voilà, quand tu achètes une tablette à 50 balles sur Alibaba, bon, après tu te dis que si elle marche pas bien, c'est pas grave. Quand tu payes une tablette à plus de 1000 balles, parce que ça va entre 900 et 2200 euros, et quand tu la mets sur la table, tu vois que soit ta table, elle est vraiment pas droite, soit ta tablette à 2000 boules, elle est pas droite, tu dis que c'est la table. Mais non, finalement, c'est bien la tablette. Et en fait, donc il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à dire « c'est bizarre, mon iPad Pro, il est plié. » Pas beaucoup, hein, un petit millimètre ou deux, mais quand tu regardes les photos, il est quand même bien plié. Et donc, tu as un premier gars qui se plaint, un deuxième gars qui se plaint, et puis dans le forum des fans de la pomme, il commence à y avoir beaucoup de gens qui se plaignent que leur iPad, il est totalement plié. Ouais. Donc, ils ont râlé chez Apple, et Apple a répondu il n'est pas plié, c'est le nouveau standard. Donc, vous pouvez venir râler, mais nous ne vous échangerons pas l'iPad parce que plié, c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on les fabrique. Donc, t'as un ou deux journaux américains qui se sont dit, mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent, pourquoi c'est plié ? Et donc, ils ont interrogé Apple, et ils ont relevé aussi que eux, quand ils avaient fait les tests, ont reçu un iPad plié d'Apple, et qu'Apple les avait remplacés, hein, donc en disant, non, désolé, on les a remplacés, et il les a remplacés par des iPads pliés. Et en fait, l'explication vient dans la construction de la tablette, selon Apple, en disant, ben voilà, grand truc, et à partir du moment où ils mettent tous les composants ensemble à chaud, ben, quand ça refroidit, suivant la manière dont ça refroidit, ben, parfois, malheureusement, ça plie. Donc je trouve ça assez simpliste comme... Oui, voilà. C'est un petit peu comme si on disait, la voiture que vous avez achetée, oui, elle penche un peu sur la droite, parce que quand on remplit le réservoir, forcément, ça penche. C'est un peu ça, voilà. Hein, c'est normal. C'est normal. C'est normal.
C'est un peu léger comme explication, surtout vu le prix qu'on paye, hein, il faut quand même être honnête aussi à un moment donné. Et alors, vu aussi le fait que tu as quand même une chouette application que tu utilises aussi d'ailleurs sur l'iPhone, hein, mais c'est un truc qui nous a toujours bluffé depuis, je pense, l'iPod Touch, c'est le niveau d'eau. Comment il réagit comment il réagit sur une tablette pliée, tu vois, le truc que tu poses sur la table et qui te dit si la table est droite. Donc c'est juste complètement affligeant, j'ai envie de dire. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc il va falloir se contenter de cette explication ou à un moment donné. Non, c'est l'explication officielle. Ah, ok. Donc après, suivant le scandale qui arrive ces derniers jours, il n'est pas improbable que finalement il nous trouve une autre explication ou une autre excuse ou qu'il corrige le tir. Ouais. Mais là, en attendant, si tu achètes un iPad à 2000 boules qu'il est plié, de toute façon, ils s'en ont rien à foutre. Si t'en dis, tu es ingénieur, tu conçois un bazar comme ça, et par chance, les premiers modèles que tu construis ne plient pas. Tu vois. Et puis tu rentres en production et là ça commence à plier dans tous les sens. Je me demande comment tu réagis, tu vois. Ça doit quand même être difficile à vivre pour le mec qui a conçu le truc. Enfin, il n'est pas tout seul, tu me diras. Il vit plus, il fait autre chose. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez un exemple concret, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. Hein, on se fera une joie de les partager lors d'un prochain épisode. On fera peut-être un hors-série spécial pliure, par exemple. Hein, Tamagotchi, par exemple. On passe à la lettre B, B comme bidule, avec le bidule, un bouton connecté. De quoi s'agit-il et qui en parle ? C'est moi. Vas-y. Les bidules, c'est pour moi, et en plus, c'est un bidule qui est sur Kickstarter, un site de crowdfunding qu'on suit tous, à peu près, pour avoir des succès ou pas de succès. Qu'est-ce qu'il y a le mur derrière Bruno qui bouge. Oui, c'est normal. Mon mur bouge, oui. C'est un faux mur. C'est un faux mur. Et voilà, ça, il découvre la magie des enregistrements. C'est incroyable. C'est Noël comme concept. Oui, on sait faire un tas de trucs. C'est des trucages de cinéma qu'on utilise. C'est-à-dire que le chat peut faire bouger le mur chez nous. Alors qu'un chat, normalement, ça ne fait pas bouger de mur. Chez nous, le chat, par exemple, là, peut faire bouger. Mon chat, il est fort. Voilà, le chat peut grimper au mur. Vous en faites pas. Bientôt, vous verrez le chat sur ma tête aussi. Ce ne sera pas un trucage. Alors, donc, voilà. on parle de cette histoire que tu as trouvée sur Kickstarter. Voilà, un petit bouton connecté. Vous me dites, il y en a plein des boutons connectés. Ouais. Là, en l'occurrence, il y a un bouton qui s'appelle SIB. Ils n'ont pas vraiment donné d'explication au nom. Ils donné Small is Beautiful ou des trucs comme ça. Mais peu importe. Mais l'important, ce n'est pas que ce que le bouton pourra faire, mais quand même. Mais c'est d'abord son prix. Donc, ils veulent lancer un petit bouton connecté, donc avec une petite batterie intégrée, avec pas mal de fonctionnalités pour la modique somme de $5. Donc ça, c'est quand même pas cher. Hein, si vous voulez quelque chose de pas cher, c'est ce qu'il faut acheter en ce moment. Et ces boutons semblent quand même assez versatiles parce qu'il y a quand même quelques capteurs à l'intérieur, des capteurs de température, des capteurs de mouvement, et un vrai bouton auquel on peut associer une fonction. Et cette fonction-là pourra être diverse. Donc, ils ont, à côté de ça, aussi prévu pas mal de petits accessoires bon marché qui permettra, par exemple, de raccorder un petit micro dans un boîtier pour en faire un genre d'assistant vocal ou d'autres petits aimants qui pourront faire un capteur d'ouverture de porte. Donc c'est modulaire, quoi, en quelque sorte. C'est tout à fait modulaire. Une petite coque étanche pour le lancer dans une piscine pour savoir si la piscine est à température. Par exemple, après, ils sont complètement, et ça c'est la partie technologique, c'est qu'ils sont complètement programmables, ces petits bidules, et qu'en fait, on pourra en faire ce qu'on veut. À ce prix-là, on ne va pas s'en priver, et ils seront complètement versatiles. Donc ça, c'est quand même un petit projet intéressant. Je vous invite à aller voir sur Kickstarter. Il a déjà atteint son but, donc a priori, ça sera commercialisé, et ils en ont déjà fabriqué 500 à la main. Oui, à la main, chez eux. Et ils comptent en fabriquer 1000 pour justement honorer tous les backers. Donc, et livraison prévue en janvier, donc bientôt. Alors, c'est typiquement le genre de truc qui peut fonctionner dans le sens où on ne sait pas encore qu'on en a besoin, mais si ça se trouve, on en a besoin.
Exactement. Tu vois, et on va trouver une fonctionnalité. Non, mais on a tous en tête, moi surtout, parce que j'avais quelques bidules qui ont un petit peu, sont un petit peu morts dans le passé, comme Mother de Sense, qui avait en fait tout ça, mais à un prix vraiment dérisoire. C'était 200 €. Oui. Le hub plus quelques cookies. Seb avait fait un hors-série sur Mother, hein. On s'en il y a longtemps. Mother, il sert de cale-porte. Voilà. C'est ça, mais comme les Nabastag et les autres bidules du même genre. Hein. Voilà. Seb. Voilà. Oui, à propos du modeur, je l'ai remplacé par un Domotix qui fait tout la même chose en me disant cette fois-ci mon Domotix il va pas me lâcher. Pour les boutons à $5, je suis quand même curieux de revoir, mais je pense qu'il y avait moyen d'avoir les boutons quasi gratuits ou pas chers, les boutons d'Amazon qui permettaient aussi d'être hackés pour en faire quelque chose. Ils sont plus chers, les boutons d'Amazon sont plus chers que ceux-ci, justement. C'est les dots, c'est ça, hein, les dots, c'est ça, qui permettent en fait de passer commande de produits divers et variés. Pour autre chose. Qu'on pouvait détourner, on pouvait les détourner pour d'autres choses. Et puis, c'était pas prévu pour ça non plus. Ici, manifestement, il y a une réflexion derrière de se dire, tiens, avec quelques senseurs supplémentaires, ce bouton peut servir à quelque chose. Tout à fait. Ils ont prévu des boutons sur lesquels on peut pousser. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, j'attends de voir parce que, comme je disais, c'est typiquement le genre de truc dont on comprend pas encore très bien quelle est l'utilité, et si ça se trouve, on en a tous besoin. Tu prenais l'exemple de la piscine, c'est vrai que c'est pas complètement idiot, mais c'est peut-être autre chose aussi. Enfin, regardez, un système d'alarme. Il donne pas mal d'exemples dans la vidéo, mais on peut aller bien au-delà. Donc c'est pas mal. À ce prix-là, vraiment, ça pourra marcher. Ça s'appelle SIB. On mettra le lien, évidemment, comme on a l'habitude de le dire, on mettra le lien en description, comme d'ailleurs toutes nos sources. On vous les met à disposition sur lestechno.be, mais également en commentaire, en description sur SoundCloud ou sur YouTube. Enfin, partout où on se trouve, normalement, vous avez les liens à disposition pour aller un petit peu plus loin dans la démarche et creuser aussi vous-même la question. C'est un petit peu fait pour ça aussi. Les technos, c'est pour vous ouvrir l'esprit et pour vous aider à aller trouver de l'information un petit peu plus loin, voilà. L'information qui fâche, ça c'est aussi notre spécialité. c'est Facebook qui a encore des problèmes avec ses données personnelles, enfin pas les siennes, les nôtres en l'occurrence, et ça c'est quand même, ça commence à bien faire là. Hein. Il faut à un moment donné, il faut se calmer quoi. Oui, tout à fait. J'ai sélectionné deux news cette semaine parce qu'il y en avait beaucoup plus des failles chez Facebook, mais j'en ai juste gardé deux. Facebook, juste pour la petite anecdote, je suis un utilisateur de première heure de Facebook, mais j'ai il y a quelques semaines décidé de quitter Facebook. Écoute, je suis en train de faire exactement la même chose. Pour des raisons professionnelles, je suis obligé de garder mon compte ouvert parce que j'ai des pages à gérer, des trucs comme ça. Ne serait-ce que celle des technos, soyons clairs. Mais à titre personnel, je me retire de Facebook. Je ne participerai plus à ce machin-là. C'est fait. Voilà. Donc voilà. Mais on va quand même en dire du mal. Oui. Parce qu'on a le droit. Voilà. Donc, une première news, c'est que les photos de 6,8 millions d'utilisateurs Facebook ont été exposées suite à une de ces failles de sécurité là. Donc voilà, ce n'est qu'une d'entre elles. Donc toutes les photos qui publient uniquement en format Stories. Qui sont en l'occurrence le problème de cette faille de sécurité. Et relié à ça, il y a quand même plus de 1500 applications qui permettent, entre autres, d'identifier les visages, la reconnaissance faciale. Donc, c'est quand même un petit peu ballot de partager des photos qui, a priori, sont censées être privées ou partagées avec ses amis, quand bien même qu'on sécurise cela de cette manière-là. Donc, le problème, c'est que depuis qu'il y a toutes ces failles de sécurité aussi, il y a la RGPD qui est là depuis mai de l'année passée, si je ne m'abuse. Et donc, Facebook risque de se prendre, de cette année, mai de cette année, et Facebook risque de se prendre pas mal de factures salées, d'amendes à cause de ces pertes de sécurité. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'ils ne communiquent pas directement sur ces failles-là, et ils ont, suivant la loi, 72 heures de temps pour annoncer ces failles-là. Donc ça, c'est plus en fait le gros problème, parce qu'il y a des années qui s'écoulent entre toutes ces histoires de failles de sécurité et le moment où les utilisateurs en sont informés.
Juste une parenthèse, je lisais juste avant qu'on commence à enregistrer, mais j'ai vu juste le titre. Apparemment, Washington attaque Facebook en justice. J'imagine que c'est aussi pour des problèmes de sécurité, de failles dont on a certainement déjà parlé ou qui circulent. On a toujours l'impression que c'est la même news qui revient. Non, ce sont chaque fois des informations. C'est autre chose. Oui. Hein. Donc ça se rajoute, ça se rajoute. C'est pas comme quand on parlait des failles de sécurité chez Yahoo, on pensait que c'était toujours la même news. Non, non, c'est chaque fois, c'est une accumulation de bévues ou vraiment totalement volontaire de la part de Facebook de commercialiser nos données, d'être un petit peu léger sur cette question-là. C'est pas fini hein, d'ailleurs. Voilà, il y a une deuxième news justement cette semaine parmi d'autres où justement des grands noms comme Amazon, Spotify, Apple ont pu accéder à pas mal d'informations privées. Soi-disant, l'utilisateur aurait donné l'accord. Ça, il faut encore le prouver. Certaines de ces boîtes disent qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient accès, mais d'autres avouent avoir utilisé ces données-là de manière adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça sera à approfondir. Mais par exemple, ils ont eu accès à avoir notre liste d'amis, même si celle-là est bloquée. Et c'est message privé Yahoo, aussi, je crois. Par exemple. Des messages privés, ouais. liste d'amis, messages privés, donc en déduire des informations pour cibler des publicités, par exemple. C'est quand même, voilà, on a exposé, même avant qu'on le sache qu'il y ait des failles de sécurité, toutes ces données privées, et c'est que maintenant qu'on se rend compte que effectivement elles sont partout. Donc voilà. Un petit avis de Sébastien. Oui, d'abord sur le dernier morceau ici, le fait qu'ils partagent des infos à toi, la liste d'amis, admettons, c'est déjà hyper grave. Le fait qu'ils partagent une discussion privée, qu'ils donnent l'accès à une discussion privée à un tiers, là c'est le summum, hein. Et c'est pas une faille, c'était un choix volontaire. Oui. Donc oui. C'est vraiment extrêmement violent ce qu'ils ont fait. Pour répondre à ce que tu as lu sur Washington va effectivement attaquer Facebook en justice, mais pour le tout premier des scandales, donc le Cambridge Analytica au mois de mars. Donc on est encore au tout début, les politiciens ont encore quelques mois de réflexion sur ce point. Et donc les news ici de la semaine, ça prendra encore probablement 2019 avant de défrayer les chroniques judiciaires. Et dans les chroniques Facebook, là c'est plutôt du jour, hein, quasi. C'est qu'on retrouve des failles qui étaient à l'époque de tu ouvres un lien et en scrollant bêtement, en un coup ça poste plein de trucs sur ton mur. Par exemple. Eh bien ce genre de faille revient aujourd'hui par l'arrière et on s'est retrouvé en tout cas aujourd'hui plusieurs dans nos contacts à poster plein de trucs qu'ils n'ont jamais accepté sur leur mur. Donc, ils ont effectivement un petit souci sécurité. Moi, je pense qu'ils ont un gros souci éthique et de sécurité. Et donc, de toute façon, les dindons de la farce dans l'histoire, c'est nous. Alors, soyons clairs, hein, c'est pas parce que Bruno, moi-même, ou même Sébastien, j'en sais rien, nous laissons Facebook de côté que ça va changer quoi que ce soit dans la vie de Mark Zuckerberg. C'est d'ailleurs pas dans une idée de vengeance, de rétorsion ou quoi que ce soit. C'est juste pour se prémunir soi-même de couillonnades de ce genre-là, dont on peut totalement se passer, surtout quand on voit finalement, quand on fait un peu l'analyse de ce qu'on voit aujourd'hui sur Facebook, les commentaires qu'on peut y trouver, les choses du genre, qui sont plutôt malodorants de la majeure partie du temps, soyons clairs. Voilà, je pense qu'on peut aujourd'hui dire qu'on a fait le tour de la question, que c'était amusant, c'est bien amusé, hein, soyons clairs, c'était très chouette, on a retrouvé des tas de gens qu'on connaissait pas, enfin qu'on connaissait pas, c'est une chose, ou qu'on avait perdu de vue, et on a compris pourquoi on les avait perdus de vue. Donc c'est voilà, toutes sortes de choses comme ça qui finalement ne vont peut-être pas nous manquer tant que ça. Il y a 2 ou 3 ans, on ne l'aurait peut-être pas dit de la même manière, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte de soulagement d'avoir tourné une page, de passer à autre chose. Je parle pour moi là, hein, mais je sais pas si... Voilà. Non, personnellement, j'ai vu effectivement le geste de Bruno il n'y a pas tellement longtemps. Moi, ça fait 4-5 ans que je suis un utilisateur passif, c'est-à-dire que je poste quelques trucs qui sont personnels la plupart du temps. Et quelques fois par an, je reprends mon fil d'actualité pour supprimer tout l'historique, parce que j'estime que mon historique appartient à moi, et une fois qu'il est passé, il n'appartient plus à Facebook. Donc voilà, ça c'était mon point de vue, je continue à être dessus, je l'ouvre une fois par semaine, mais tout ce qui est photo et historique, ils n'ont pas à être
et voilà, historisés, si je peux dire, sur la plateforme. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'intérêt, à part pour servir les leurs. Donc voilà, ça fait déjà quasi 5 ans que je le fais parce que je n'y trouve pas un intérêt faramineux. Bah voilà, c'est un c'est point pas de vue. pareil. En attendant, Oui, pardon. je t'en prie. En attendant, Facebook a phagocyté une partie du trafic. Ils ont sucé, si je peux dire, tout ce qui était communautaire, forum, site. Enfin, la plupart de ces sites ont été complètement inspirés de leur contenu, enfin de leur personne, vers des communautés ou des groupes sur Facebook. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous, en quelques-uns, on décide que Facebook n'est plus vraiment le truc génial qu'on pourra rendre le pouvoir à ces communautés autonomes, malheureusement. Il y en a beaucoup qui ont ou qui vont disparaître. Ouais. Bon, ceci étant dit, il y a encore Instagram, c'est la même boîte, hein, je rappelle. C'est voilà. Mais bon, simplement le geste est le suivant, c'est de dire voilà, je ne suis plus joignable via Facebook. Je ne suis plus Facebook. Je ne suis plus Facebook, et voilà. Bon, chacun fait ses choix, hein. Ce sont les nôtres, voilà, faites les vôtres. Quoi qu'il en soit, il reste encore pour communiquer d'autres canaux, hein, Twitter, Instagram, on le disait, YouTube en ce qui nous concerne, notre blog, lestechno.be, voilà, il y a toujours moyen de se retrouver. On Google le faisait. Plus. Ça, pour le coup, c'est mort aussi parce que je pense qu'ils vont accélérer même la fermeture de Google+. Ils avaient prévu de l'échelonner la fermeture, et là il y a encore eu des failles aussi côté Google, et donc ils vont accélérer un petit peu la fermeture de Google+. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde, donc voilà. Donc on va se rappeler comment on faisait avant, c'est-à-dire des pigeons voyageurs, du tam-tam, des nuages de fumée, des choses comme ça. Sortir de ses choix. Voilà. De simplement se bouger et aller se promener. Allez, on est à la lettre H comme harcèlement, avec une news, ça je pense que c'est Seb qui va nous en parler. Si harcèlement. Ah, c'est de nouveau... c'est un harcèlement. Non, pardon. C'est Taylor Swift qui utilise la reconnaissance faciale. Voilà, moi j'aime bien Taylor Swift. Non, c'est pas vrai non plus, désolé. Mais en fait, Taylor Swift... C'est une chanteuse, comédienne, voilà, une superstar. Ouais, très voyante, non, il faut bien le dire. Voilà, elle est très voyante, et surtout, elle a une fanbase, mais une fanbase de harceleurs aussi. Oui. Donc c'est un peu ça son problème. Donc elle a beaucoup de stalkers en anglais, de personnes qui la suivent, qui la harcèlent. Jusqu'au on parlait de sortir de chez soi, allez voir un concert de Taylor Swift, mais soyez sûr de ne pas être un harceleur, parce qu'elle va vous trouver, parce qu'elle utilise, enfin son équipe utilise des systèmes de reconnaissance faciale pour justement confronter les visages des gens présents pendant le concert à une liste de harceleurs de Taylor Swift, et pour pouvoir un peu les virer. Donc voilà, c'est une utilisation de la technologie un peu bizarre, mais qui peut aider certaines personnes, c'est clair. Après, si une personne est tellement détestée comme ça ou tellement harcelée comme ça, faut peut-être se poser d'autres questions aussi. mais pourquoi je pense qu'ils vont après engager des robots qui vont les foutre dehors, ces personnes. D'abord, je pense que qui qu'on soit ou quoi qu'on fasse, il n'y a pas de raison de se faire harceler ou quoi que. Enfin, je veux dire, elle l'a pas cherché. Je veux dire, c'est pas, on ne commence pas une carrière en se disant, oh, moi, je vais me faire harceler. C'est, tu vois, non, mais c'est ça. Donc, je pense que déjà là, c'est un premier point. Deuxième point, bon, c'est un usage, on va dire, grand public de la technologie. Enfin, en tout cas, je pense que cette technologie, elle pourrait être utilisée dans d'autres cas de figure. D'ailleurs, ce sera l'objet, dis-moi si je me trompe, Sébastien, mais d'un bonus à cet épisode 193 par rapport à un article sur lequel tu es tombé et où ça va beaucoup plus loin que simplement reconnaître des harceleurs dans une salle de spectacle, où là, c'est vraiment un État, entre guillemets, qui se sert de la technologie pour traquer, entre guillemets, ou même sans guillemets d'ailleurs, sa population et autres. Hein. Je dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. Voilà. Et le point qui était chiant sur Taylor Swift, c'est que les gens sont pas au courant. Ça, c'est un problème. Et c'est parce qu'après, effectivement, qu'on utilise la sécurité
et qu'on mette une caméra visible, etc. Ici, non, c'était caché dans les écrans et envoyé à un centre de commande à l'extérieur et qui, effectivement, allait après traiter ces datas. Donc, bon, il y a quand même un petit peu de bad buzz sur la manière dont elle l'a fait. Oui, c'est pas très différent finalement, tu vois, quand tu te fais harceler au téléphone, enfin pas toi, mais des gens peuvent se faire harceler au téléphone, de se faire mettre sur écoute pour essayer de débusquer la personne qui te harcèle. C'est un peu le même principe, sauf qu'ici c'est plus technologique encore, c'est plus visible encore, et on peut se poser si éthiquement c'est assez normal qu'on filme les gens dans une salle sans leur accord, par exemple. Oui, mais c'est une atteinte à la vie privée quand même. C'est comme si Facebook partage tes photos, et ben ces photos-là sont stockées quelque part, et a priori, une fois que les données sont stockées, elles peuvent disparaître ou passer dans des mains un peu plus... Moi, je connais pas la loi en ce qui concerne la prise d'image comme ça. Mais des caméras de surveillance, il y en a partout. On est filmé tous les jours, dans la rue, partout, pour plein de raisons. Des fois, pour bonnes raisons des fois, mais pas toujours. Voilà, c'est... Oui. Alors attention, en Belgique, tu dois être prévenu, il doit y avoir des pictos, il doit y avoir la personne responsable, etc., etc. Et il y a une limite dans le temps pour lequel tu peux stocker les images. Donc tu peux pas stocker ça ad vitam. Donc tout ça est relativement cadré en Belgique et relativement strict. Donc on fait pas n'importe quoi sur des lieux publics, sur des lieux privés. Tu dois être prévenu aussi. Ouais. Et là non plus, tu peux pas garder ça trop longtemps. S'agissant d'ailleurs de certaines, pas toutes, mais de certaines caméras de surveillance pour des raisons, par exemple anti-vol et autres, les images sont stockées sur des disques et ne peuvent être lues que sur un ordre d'un juge, enfin sur une recommandation particulière, etc. Dans le cas d'un problème, quoi. Mais pour le reste, les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins, en tout cas que celles qui sont prévues par la loi. En gros, c'est ça l'idée. Donc ici, il faut voir. Il y a peut-être un jour justement aussi un cadre juridique pour ce genre d'usage. Qui sait, il faudra à un moment donné légiférer sur ce genre de technologie. C'est parce que ça va devenir, enfin c'est déjà quasiment à la portée de tout le monde de traquer des visages avec une simple caméra, une simple webcam même des fois. Ça l'était pour avoir essayé la techno il y a 3 ou 4 ans. Il y a une boîte israélienne qui faisait un produit assez magnifique où tu lui envoyais une photo et qui te permettait, sur base d'une série de dizaines de milliers de photos, de reconnaître des personnes. On avait fait des tests avec une webcam et une base de données de à l'époque, 40-50 000 personnes, et il te donnait les 4-5 profils qui y ressemblaient, alors que c'était des petites images. Donc la techno, et là je te parle d'il y a des années. Oui, donc, elle a évolué certainement. J'espère. Donc, affaire à suivre et bonus à suivre aussi dans les jours ou les heures qui viennent. On reparlera plus en détail, en tout cas, de ce que tu as pu découvrir et de ce qu'il est possible d'en dire, de ces fameuses technologies un peu, c'est le moins qu'on puisse dire, invasives. La lettre K, on l'a pas souvent, la lettre K, en fait. K comme kiwi. C'est le livreur kiwi. C'est un livreur automatique, un livreur drone en quelque sorte, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le KiwiBot dont il s'agit. Donc c'est un petit robot sur 4 roues qui a une petite boîte au-dessus pour faire des livraisons de nourriture surtout. Et là, c'est donc à l'université de Berkeley que ce Kiwi, et en vidéo à l'appui, on a vu Kiwi prendre feu. Donc, il vit plus, mais il vivait, Kiwi, mais il vit plus. Mais c'est pas mal. Et en fait, il n'y a pas eu de mort. Déjà, il n'y a pas eu d'universitaires qui ont péri dans ces feux-là. C'est un petit robot. Ouais. Mais bon, c'est assez cocasse. Mais l'explication de la société, c'est qu'il y a eu à peu près le même effet. Souvenez-vous que dans les Galaxy Note 7 de Samsung, c'est la batterie donc c'est la batterie qui a surchauffé et qui a pris feu. Donc voilà, il fallait pas mettre des Galaxy Note 7 dans ces robots. On vous avait prévenu pourtant. Ça reste quand même, et ça c'est une vraie question de sécurité, je pense, dans l'avenir. C'est chaque fois qu'il y a un problème avec ces nouvelles technologies, c'est la batterie. C'est pas quelqu'un qui s'est coupé un ongle, un doigt sur le bord d'un smartphone ou voilà. C'est la batterie qui brûle ou qui prend feu ou qui explose. C'est le grand problème des batteries au lithium, c'est qu'effectivement, une fois que
que la chimie est en contact avec l'air, c'est explosif quasi, Ouais. c'est combustible et c'est un feu normalement qu'on voit très tard aussi, Mhm. mais après du moment que tout le reste commence à brûler, là on le voit. Mais quand la batterie commence à brûler, on peut le sentir, mais on ne le voit pas, on peut le sentir de manière C'est une odeur odorante, voilà, une odorante très très, âcre. très, Ouais. très, très acide et beaucoup de chaleur qui est dégagée. Mhm. Mais on ne voit pas de flammes au début, mais c'est que quand c'est trop tard qu'on Et voit les flammes. c'est toxique, on imagine aussi. C'est toxique dans un endroit fermé. Bon, là, c'était à l'extérieur. Ouais. Mais se pose le problème, effectivement, de tous les véhicules qui roulent aux batteries au lithium, qui sont normalement très bien protégés. Justement, contre tous ces chocs-là, ben ici, manifestement, donc sur ce petit bidule, ce petit engin-là, ils n'avaient pas pris autant de précautions. Et là, il y a eu surchauffe. En gros, ils ne savaient plus où livrer ça. Peut-être que c'était la pizza qui était trop chaude qui a fait chauffer la batterie. C'est un problème Il de ne fallait pizza. pas commander des pizzas aussi chaudes. Hein. Ouais. Alors, mais alors, les batteries, les vieilles batteries au plomb, tu vois, on les construisait en petits modules séparés, hein, en cellules individuelles. Ici, j'imagine qu'on fait un peu la même chose aussi, justement pour limiter les risques. On va pas faire une grosse batterie qui va être très dangereuse. On fait plein de petites batteries qu'on met en parallèle ou en série en fonction des tensions ou des ampérages dont on a besoin. C'est ça l'idée, quoi. Tout à fait. Après, si la membrane entre les cellules est trop fine, bah, ça va quand même communiquer. Oui. Si une commence à brûler, ben, le reste commence à brûler aussi. Hein. C'est comme ça. Seb? Moi, j'avais lu dans une autre news très similaire, c'est que les mecs, ils essayaient de faire un robot livreur de pizza four, mais à usage unique. Jetable. C'est une autre possibilité. Je ne sais pas si c'est très sain. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est bon pour la santé? Ça, c'est un vrai problème, une vraie question. Pizza lithium. Pizza lithium. Pourquoi pas, finalement. Enfin bon, tout ça a besoin d'être un petit peu perfectionné. Enfin, j'espère que on va perfectionner cette histoire-là. Tiens, on va parler de Linux. Ça, c'est Seb. Enfin. Ah bah oui, il a quand même préparé un truc. Seb va nous parler de Linux qui va abandonner le X32. Alors il faut rappeler ce que c'est le X32, Seb. Ah oui, parce que... hein, si on l'abandonne. Bah, moi pas, moi je suis nul. Moi je suis là. Alors, tu lis le X32, tu dis oh merde, plus d'applications 32 bits. Non, c'est pas ça. Plus de quoi alors? Plus de support sur des processeurs 32 bits? Non, c'est pas ça. Un protocole quelconque? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. et donc, ouais, j'avais envie d'une petite news très technique, et celle-là, elle est très technique. Ah bah oui. Et donc, c'est une longue discussion entre les développeurs du kernel, y compris Linus Torvalds, qui est plutôt favorable, plutôt que de l'abandonner tout de suite, de le mettre en fin de vie et de l'abandonner progressivement. Donc ce fameux support X32. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est et pourquoi effectivement ça crée scandale de vouloir le supprimer? C'est que le support de X32, c'est vous imaginez un processeur à 64 bits et si vous stockez une adresse dans un pointeur, j'espère que vous allez continuer à me suivre, hein, c'est que l'adresse est sur 64 bits. Donc vous imaginez, ça fait donc beaucoup de bits, 64. Voilà. 64 bits. Et voilà. Et tandis que quand tu stockes un pointeur sur un processeur 32 bits, eh bien, il y en a 32. Donc, c'est 2 fois moins. Oui, c'est forcément, oui. C'est 2 fois moins. Et donc, pour la plupart des programmes, ils ont rarement besoin de plus de 4 gigas. Et donc, tu peux te satisfaire d'un pointeur sur 32 bits parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher beaucoup plus de mémoire que ce que tu as de disponible. D'ailleurs, rares sont encore les PC aujourd'hui de plus de 4 gigas. Dans le commerce, tu commences seulement à en avoir. Tu en as dans les smartphones, mais les PC, c'est pas encore si évident. Et donc, le X32, c'est sur les processeurs en 64 bits, le fait de pouvoir lancer un programme en 64 bits, mais qui n'adresse la mémoire qu'en 32 bits, pour pouvoir non seulement être plus efficace et plus rapide, pour plein d'autres raisons que je vous passerai ici. Alors, pourquoi ça crée le scandale du coup? Parce que, effectivement, pourquoi ils veulent l'abandonner? Parce que pour eux, c'est très compliqué à gérer les deux en même temps. Donc, ils se disent, si on l'enlève, ça nous enlèvera beaucoup de problèmes pour le développement futur. C'est un point de vue. Le point de vue de l'autre côté qui est, oui, mais les gars, nous, on a l'habitude sous Linux d'avoir plein de choses et plein de petites choses qui peuvent pousser à la performance si on en a besoin.
Et si vous enlevez ce module, eh bien, il y a des programmes qu'on ne pourra plus compiler avec ces options, et donc on va perdre cette possibilité de performance. Donc on n'est pas d'accord. Voilà, long débat. Votez avec les pouces vers le haut, surtout si vous êtes d'accord. Celui là-bas, si vous voulez pas le supprimer, si vous voulez. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours mettre un pouce. Ou un autre doigt. Un doigt, ce que vous voulez. Mais j'ai trouvé le débat passionnant et très voilà. Non mais moi j'ai bien compris passionné. que alors 64 c'est pas nécessairement dans tous les cas mieux que 32, c'est comme ça je le comprends, et que se priver de la possibilité de 32 bits dans certains cas, ça devient une contrainte quoi du coup, c'est ça. Voilà. Oui. J'ai bien résumé. C'est plus ou moins ça. Si moi j'ai compris, tous les auditeurs ont compris. Eh bien, Voilà, ça, voilà. je veux le lire. Non, ça, là, je veux le lire. N'hésitez pas à le publier si vous avez compris comme Marc. Alors, si vous Voilà. voulez que les technos deviennent un podcast purement technologique et linuxien, votez Seb. Sinon, Ouais. Enfin, ça, je suis pas votez- sûr que ça va passer parce que ce sera juste un référendum. Ce sera juste un référendum et j'en tiendrai pas compte. Donc, Allez, les barbus. donc, voilà. Ça pourrait faire l'objet de bonus, par exemple. Ça, Ouais. je suis tout à fait ouvert à cette idée-là. Mais voilà. Tant qu'on reste dans l'actu, et celle-là est un petit peu pointue, mais ça veut dire aussi que ça vit de ce côté-là, du côté de Linux et du côté des développeurs, ça vit toujours. Et donc, c'est plutôt pas mal aussi d'en parler de temps en temps dans un épisode tout à fait classique. Merci pour ça, Sébastien. Merci pour ça. Voilà. Retour aux choses que tout le monde connaît. Microsoft. Bah, c'est pas moi qui ai fait la conduite, hein, c'est vous les gars. M comme Microsoft avec Windows et un bac à sable pour Windows. Ça c'est peut-être une bonne nouvelle. Je sais pas pour qui, mais ça peut être une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai plutôt l'impression que le bac à sable, la manière dont c'est fait, c'est assez simpliste, et que, enfin, c'était possible assez simplement, et la solution est simpliste, mais elle n'est pas idiote. Alors, il faut peut-être expliquer à quoi sert un bac à sable. Bac à sable, je suis arrivé. Voilà, Bac allons-y. à sable, pelle, râteau. Voilà, Avec pelle, Ta- râteau, tu mets t'as un mis. petit truc dedans. Tami. Tamis. Surtout le tamis. Petit ami. Donc Gros râteau. Il s'y connaît très fort. Il C'est avait ça. les- Et donc, le principe du bac à sable, c'est qu'effectivement, tu mets ton enfant dans le bac à sable, et puis il y a des grandes barrières, et il sort pas du bac à sable. Et le sable non Et plus. donc, le sable non plus. Et s'il tombe, tu te dis, oh, c'est pas grave, il est tombé dans le sable. Ouais. Il y a pas mal. Bon, parfois, il en a un petit peu au coin de la bouche parce qu'il l'avale. Ah, de temps en temps, il mange un caca de chien aussi. Ah oui, Parce que voilà. ça, Et c'est là, un autre problème. normalement, Là, si vous n'avez pas perdu les gens avec la news Linux, là, vous les avez perdus complètement. Hein. Désolé, c'est la fin de l'année. On se perd un normalement, peu. mais c'est un environnement isolé. Donc, Ouais, le c'est chien ça. ne pouvait pas rentrer dans le bac à sable. Voilà. Donc là, c'est un peu le truc. Tu as été chercher un truc tout pourri sur Internet et tu dis, bah, je vais pas le lancer sur ma machine. Ouais, non. Je chope un virus. Ouais. Puis on ne sait jamais. Mon antivirus, il est pas à jour, ou j'ai pas d'antivirus. Moi, je suis un homme. Hein et donc, comme tu es un homme, mais que tu n'as quand même pas envie de niquer ta machine, tu n'as pas envie de le lancer. Et ben donc, tu faisais ça à l'époque sur une machine virtuelle. C'est en ça. disant, je lance sur la machine virtuelle, et puis après, je la referme, et il s'est rien passé. Ouais. Hein, et donc là, ils vont te simplifier le truc en te mettant à disposition une sandbox, donc ce bac à sable dans lequel tu pourras balancer ton soft. Il n'y aura que lui qui va fonctionner dedans. Et puis après, il ne peut rien faire à ton PC. Ouais. Et il est uniquement dans son environnement juste pour lui. Alors a priori, vu ce qu'il demande comme puissance pour fonctionner, parce qu'il demande une architecture au minimum avec 2 cœurs, 4 Go de RAM et 1 Go d'espace libre, en SSD de préférence, il n'est pas impossible qu'ils utilisent tout simplement une virtualisation classique de Windows pour le faire tourner dessus avec un seul soft. Donc, c'est tout de suite à ça que j'ai pensé quand j'ai vu la news. Je me suis dit, tiens, ils ont créé leur machine virtuelle qu'ils ont appelée autrement. Et ils avaient déjà à l'époque Virtual PC, je ne sais plus de quelle société ça s'appelait, Connectix, je pense, qu'ils ont racheté début des années 2000, un truc comme ça. Et donc, ils ont un outil de virtualisation déjà, et d'ailleurs, ils proposent normalement encore des versions de Windows anciennes ou futures sous manière d'exécutable virtuel. Mais ils ont donc
leur techno pour le faire. Et voilà, il est fort probable qu'ils utilisent ça, et c'est pas totalement idiot de l'avoir recyclé pour que ce soit facile à utiliser pour Monsieur Tout le Monde. Alors, ce ne sera pas par contre totalement pour Monsieur Tout le Monde, parce que c'est uniquement dans la version Pro ou Entreprise, pas la version Home, et il faut utiliser la release au moins 18035, donc les toutes nouvelles mises à jour. Donc voilà, pour ceux qui font du développement, je pense qu'ils étaient déjà outillés, hein, soyons clairs. Docker ou d'autres trucs. Donc voilà, peut-être en entreprise, pourquoi pas, pour éventuellement, voilà, pour pas prendre trop de risques quand on ouvre quelque chose. Enfin voilà, je sais pas très bien dans quel cadre en fait l'utiliser. On comprend à quoi ça sert, mais franchement, voilà, quand on en a vraiment besoin. C'est utile en perso, je trouve, qu'en professionnel. En professionnel, t'es pas censé pouvoir installer n'importe quoi. Non, c'est vrai. Donc, ça dépend de ton entreprise, remarque. Si ton entreprise c'est justement tester des applications, ça peut avoir du sens. Mais là, à ce moment-là, tu as d'autres outils plus performants pour le faire. C'est vrai que moi, je me rappelle qu'il y avait une version comme ça qui te permettait d'émuler des anciennes versions Windows jusqu'à 3.11 pour faire tourner des vieilles applications ou pour tester simplement des choses anciennes ou des vieux jeux et des choses comme ça. Pourquoi pas ça peut être rigolo, mais c'est vrai que quand tu as la vieille disquette qui traîne et que tu as encore un lecteur de disquette pour la lire et que tu te dis tiens, je voudrais bien l'utiliser encore une fois, juste pour voir. Pourquoi pas? Pour entendre le bruit. Oui, c'est ça, pour entendre le bruit du lecteur de disquette, le petit clac quand on ouvre le clapet. Et le crac quand il y a un secteur défectueux. Par exemple, des petites choses que, voilà, c'était l'instant vieux con qui vient de passer, mais donc voilà. Donc Microsoft a son sandbox. Il faut l'installer ou il sera livré dorénavant? D'accord, ok. Il ne sera pas livré prochainement avec les prochaines releases de Windows Pro ou Entreprise. Ok, bon, ben voilà, on le sait maintenant. R comme Rewind. De quoi s'agit-il? De YouTube, qui a créé la vidéo la plus détestée de YouTube. Alors ça, il va falloir... Moi, quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, ça, c'est quand même très très fort. Une espèce de mise en abîme un petit peu particulière chez YouTube. Ils sont arrivés à le faire tout seuls, sans nous, sans l'aide des créateurs de contenu. C'est quand même pas mal. Oui et non. Parce que en fait, depuis 2011, YouTube a fait tous les ans, on est en fin d'année, on a tous en tête les bêtisiers de l'année ou des choses comme ça. YouTube, voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu de bêtisier cette année, ça va venir, vous inquiétez pas. Voilà, pensez à tous ceux qui les ont préparés aussi, par la même occasion. Voilà. Donc là, justement, YouTube fait depuis 2011 ce genre de, pas de bêtisier, mais des meilleures vidéos, normalement. C'était un peu l'idée en 2011 de faire un top 10. Et d'ailleurs, si vous regardez le Rewind 2011, c'est juste ça. C'est une présentatrice qui vous présente les 10 meilleures vidéos de l'année sur YouTube. Après, ça a évolué. Ils ont voulu mettre de plus en plus de personnes influentes dans le domaine des vlogs. Parce qu'il y a de plus en plus de créateurs influents aussi dans YouTube, il faut le dire. Créateurs, et de plus en plus ils en mettent dedans, plus en plus ça devient chaotique d'année en année. Et là, ça atteint un summum simplement impossible. Ils ont essayé de tout fourrer dedans. Vous avez une vidéo qui fait 8 minutes, qui commence par Will Smith. Oui, Will Smith est apparemment aussi quelqu'un d'influent sur YouTube. Il a sa chaîne YouTube. Voilà. Ils ont donc en quelques heures ou quelques jours, je sais pas, mais là, on est déjà, à ce moment de l'enregistrement, on est à 13 millions de pouces vers le bas. Bon, pardon. Attention, n'essayez pas de battre le record en mettant des pouces vers le bas sur notre... Hein, c'est pas le but. Si on en a 13 millions... ça fait autant. Si on bat le record, c'est pas mal. Non, mais si on a le même nombre de vues, parce que pour mettre un pouce, il faut quand même avoir vu la vidéo, donc ça fait quand même des vues. Hein. Voilà, on est à presque 145 millions de vues, ce qui n'est pas mal, mais ce qui est loin des vidéos les plus vues sur YouTube. D'ailleurs, j'avais recherché quelle est la vidéo la plus vue sur YouTube, c'est le clip musical d'Espacito. Qui fait presque 6 milliards de vues. Oui. Juste pour vous dire. Hein, toute la planète a vu ce clip, sauf moi. C'était pas le truc du sud-coréen, là? Non, ça c'est Gangnam Style. Gangnam Style, ouais. Ça, c'était il y a longtemps, ça. Ça, il y a longtemps. Oui, bon, Tu vas nous parler de la Macarena dans un instant, lui.
La lambada. La lambada. Ah oui, aussi. Voilà. C'était la minute vieux con. Et oui, aussi. Voilà. Donc, le problème, c'est effectivement qu'ils ont mis tous ces influenceurs dans la vidéo, qui a priori se sont amusés à faire le tournage. Donc, on a, en fait, quasi tous ceux qui sont présents dans la vidéo ont fait leur propre vidéo de critique de cette vidéo, de la vidéo Rewind de YouTube. Ils ont passé une journée entière en train d'enregistrer des séquences pour après passer 2-3 secondes dans la vidéo et où toute cette partie qui à la base était humoristique est complètement passée à la trappe et c'est devenu simplement une vidéo chaotique. Je vous invite à la regarder, ne serait-ce que pour la regarder, pour remonter le nombre de vues et de mettre un petit pouce vers le bas. Pas la nôtre, pas la nôtre, la leur. Pas la nôtre. On vous mettra aussi en lien une autre vidéo justement d'un des content creators, Marques Brownlee. Si vous connaissez pas Marques Brownlee, je vous invite à regarder sa chaîne parce que c'est vraiment un petit jeune qui a des petits jeunes qui fait des vidéos, mais en anglais, bien entendu, mais des vidéos souvent sur des technologies, mais qui a le ton juste. Et là, simplement, le fait qu'il a critiqué cette vidéo-là est simplement voilà, pile poil ce qu'il faut dire. Et vous allez comprendre. Et en regardant la vidéo en parallèle, ils sont tous là. Il y a tous les plus connus en tout cas sur YouTube sont présents dans cette vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc voilà. Donc bon, alors évidemment, ils ont essayé de capitaliser sur la fanbase de chacun d'entre eux. Et c'est tombé un petit peu à plat. Donc il faut pas sortir le YouTuber de son écosystème. ça ne fonctionne pas en général. Nous, on est preneurs. Des pouces vers le haut et des abonnements, etc. Donc sachez-le, on prend volontiers. 13 millions de pouces vers là-bas, on prend. Non. On prend pas. C'est très très mauvais pour notre karma. Ça ne va pas du tout. Allez, on passe à la suite. La lettre S comme sécurité, on va parler de reconnaissance faciale. Et apparemment, la 3D, les imprimantes 3D peuvent, on va dire, interférer, entre guillemets, avec la sécurité quand il s'agit de reconnaissance faciale. Si je dis pas de bêtises, c'est ça l'idée. Tout à fait. Ouais, merci. D'ailleurs, on est dans un numéro quasi spécial facial. Oui, c'est... Tu vois, à ne pas confondre avec. Non, mais il n'y a pas de. Non. Donc, l'idée, c'est de. Quand il y a reconnaissance faciale, il y a face. Et quand il y a face, il y a possibilité de scanner la face et peut-être de la reproduire. Et donc, de là, l'idée de. C'est ça. Enfin, si tu fais un facial, tu ne reproduis pas beaucoup en général. D'accord. On va oublier ça. Je vais passer à la suite. Donc, l'idée, c'est ça. Et donc c'est ça, les gars ils ont pris une petite tête en 3D, ils l'ont imprimée, ils se sont dit bah allez, est-ce que les smartphones sont suffisamment cons que pour reconnaître cette petite truc en 3D comme étant la vraie personne? Eh bien oui en fait. Oui, dans la plupart des téléphones, les Android en tout cas, y compris les trucs classiques, les Samsung. Mieux qu'une photo. Mais sur iPhone. Parce qu'on pourrait mettre une photo. Oui, non, ça a l'air effectivement assez efficace, en tout cas sur les téléphones Android, sans problème. Sur l'iPhone X, par contre, non, ça marchait pas. Ah oui. Donc lui est resté suffisamment protégé. Les autres, aucun problème, ils ont réussi à débloquer le téléphone. Alors, ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'effectivement, il y a la législation américaine, dans laquelle la législation américaine ne peut pas imposer, en tout cas, à quelqu'un de donner le mot de passe à la police pour pouvoir fouiller dans son téléphone. Donc, tu te fais arrêter, on ne veut pas fouiller dans ton téléphone, on ne peut pas fouiller dans ton laptop si tu n'as pas envie de donner le mot de passe. On peut te taper dessus avec un bottin jusqu'à ce que tu le donnes, mais légalement, ils n'ont pas le droit de te le demander. Il suffit de le demander à Facebook. Voilà. C'est vrai, finalement. Par contre, dans la législation américaine, il n'y a pas de protection contre le fait d'utiliser une partie de ton corps. Donc non seulement ils peuvent simplement prendre le téléphone et te le taper devant toi, et tu vas le déverrouiller. Ouais. Ils peuvent prendre ton doigt ou ils peuvent faire une copie 3D pour le faire sans ta présence, ni vu ni connu. Donc là, la législation ne protège pas l'américain versus ce genre de détournement par les autorités pour pouvoir accéder à tes datas. Donc, quand on utilise de la reconnaissance faciale, du biométrique pour donner un accès
à des données sensibles, faites attention, peut-être que c'est peut-être pas la si bonne la si bonne idée que ça, même si c'est super pratique, hein, il faut l'avouer, mais quand vous dormez et que votre femme a envie de lire votre téléphone, ça fera toujours une bonne reconnaissance faciale. Ça dépend, parce que par exemple le Si tu Stuff... ronfles, Non, Stuff, qui intervient régulièrement, il nous a dit un jour, mon téléphone ne me reconnaît pas le matin au réveil. Il faut un certain temps pour que toutes les chairs se remettent en place. Parce que manifestement, ce garçon, voilà, il dort avec la tête dans l'oreiller et quand il ressort, il est tout plat. Et donc son smartphone ne le reconnaît pas tout de suite. Il faut un petit délai, le temps de prendre un café, je pense. Et à ce moment-là, le téléphone le reconnaît. Donc, comme quoi, hein, on n'est pas tous égaux devant la reconnaissance faciale. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais il me semble qu'il y avait déjà eu ça aux États-Unis, justement, on parlait de l'empreinte digitale avec le doigt. Hein. Quelqu'un avait, un flic avait utilisé le doigt d'un gars qui s'était, je sais pas, il s'était mangé une voiture ou une bastos, je sais pas, mais bref. Et donc pour ouvrir son téléphone, il a juste pris sa paluche et pouf, oh, tiens, c'est ouvert. Voilà, on a les infos. Donc c'est pas nouveau, quoi. En gros, rien de tel qu'encore un bon vieux mot de passe. Hein, et comme vous allez, ça dépend du mot de passe. On a vu qu'on a, comme chaque année, hein, c'est ce qu'on appelle un marronnier dans les rédactions. C'est chaque année on vous sort la liste des mots de passe à ne pas utiliser et c'est toujours la même. Sauf que je pense que le 1, 2, 3, 4, 5 a été détrôné par autre chose. Par un autre mot de passe, mais je ne sais pas lequel exactement, aussi couillon que ça. Et donc, c'est 8 parce que tu es obligé de mettre 8 caractères. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça, en fait, le truc. Donc ça, tout le monde en a parlé partout, et il y a plein de gens qui continuent à jouer au con et à mettre n'importe quoi comme mot de passe. En même temps, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, ça fait une petite... voilà, ça fait un petit truc à dire dans les informations au niveau technologique chaque année, quoi. C'est pas la news la plus réjouissante de l'année, ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'est V comme Vine, son cofondateur, n'est plus de ce monde. Qui nous en parle? C'est moi. Tu as envie d'une news triste aussi. Bah oui, ce sont les choses qui arrivent. On se rappelle de Vine, il faut remettre peut-être dans le contexte, tout le monde ne se souvient peut-être pas de Vine, en fait. C'était un truc qui a été racheté par Twitter, hein, et qui permettait de faire des vidéos de je sais plus combien, pas long. 30 secondes, 15 secondes, c'était un truc très court. Et c'était, voilà, tu pouvais pas en dépasser. Et donc ça allait très bien avec Twitter, et Twitter a racheté le bousin. Et donc là, c'était effectivement le cofondateur de Vine qui, alors ça date déjà il y a quelques années, hein, Vine, et 2015. Donc, tu vois. J'allais dire 3-4 ans, oui. Ouais, il a quitté donc après effectivement Twitter après le rachat pour créer une autre application dont on n'a pas parlé mais qui a eu déjà pas mal de succès. C'était HQ Trivia. Donc c'est un genre de jeu où des gens peuvent répondre à une série de questions et que quand tu arrives, donc c'est en direct, hein, donc c'est pas n'importe quand, c'est en direct, tu as X secondes pour répondre à ta question, un peu comme qui veut gagner des millions, quoi, et celui qui arrive à répondre gagne des sous. Donc c'est une application mobile, et effectivement, lui, il est rentré dans cette boîte aussi, et depuis 3 mois, il était devenu le patron, enfin le CEO, pas le patron, le CEO de cette société qui a publié ici un petit hommage dans le jeu pour lui dire salut. Alors c'est assez triste, voilà, qu'ils soient partis, parce que c'est des gars qui créent des trucs. Son nom, peut-être, on n'a pas cité son nom. Alors c'est Colin Kroll, et il avait 34 ans seulement, et apparemment c'est abus de substances illicites qui voilà. Donc, d'accord. C'est des choses qui arrivent. Ça devrait pas, mais voilà. Dans la techno, je trouve ça plus rare quand même, hein, mais oui. voilà. Bah oui, c'est vrai. Enfin, on a l'habitude. Voilà, il fut une époque où c'était souvent les stars du rock'n'roll, hein, mais voilà. comme on les a virtualisés. Maintenant, c'est les stars des startups. C'est vrai. C'est un peu ça. À un moment donné, c'est un peu dans la pub aussi. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, c'est toujours triste, et c'est bien aussi de rendre un hommage de temps en temps. Ça, ceux qui ont l'image se rendent compte qu'on arrive à la fin de l'épisode 193, puisqu'il s'agit de la lettre W, W comme oui mais non, avec une news qui, moi, m'a bien fait rigoler. Franchement, quand on parle d'assistant vocal, on n'y pense pas nécessairement, mais certes, il n'y a pas que nous qui parlons. Il n'y a pas que l'être humain qui
est capable d'articuler, ou en tout cas de faire semblant d'articuler des mots. Je ne sais pas qui va nous en parler, je pense que c'est Bruno. C'est bon. Hein, c'est l'histoire du perroquet qui passe des commandes via Alexa. Ça, c'est vraiment très très drôle. Tout à fait. Le nom du perroquet, c'est Rocco. Voilà, déjà. donc un perroquet gris d'Afrique, hein, pour ceux qui aiment bien les petites bêtes. Le gris du Gabon. Oui. Voilà. Et donc, oui, effectivement, en fait, la personne qui avait pris cet animal dans sa maison, propriétaire, on va dire, si j'aime pas trop le nom de propriétaire d'un animal, s'est rendu compte qu'elle trouvait des articles sur sa liste d'achat d'Amazon qu'elle n'avait pas mis dedans. Donc, comme elle avait quand même bloqué les commandes automatiques, elle s'est quand même demandé d'où viennent ces listes-là, et elle s'est rendue compte que c'était Rocco qui s'amusait via Alexa à rajouter, déjà à discuter avec Alexa, ce qui est bien, hein, voilà. Il n'était pas seul, le petit Rocco, mais aussi à rajouter de la nourriture à sa liste d'achat, parce qu'il avait envie, le gaillard, de fraises, par exemple. Donc, il rajoutait des fraises à la liste d'achat Amazon. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, c'est rigolo comme tout. Si vous ne bloquez pas toutes ces fonctionnalités-là, votre perroquet pourra allumer les lumières, etc. Donc, c'est d'autant plus logique que le perroquet, comme son nom l'indique, est un perroquet, et donc il ne fait qu'une seule chose, c'est d'articuler des mots qu'il a entendus. Et donc, tous les jours, si vous dites Alexa allume la lumière, Alexa éteint la lumière, le perroquet l'entend, l'enregistre et le restitue quand il s'embête, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Et donc, voilà. Donc, du coup, logique qu'il répète ces mots-là et les mots que son maître, ou enfin, comme tu disais, enfin, j'ai envie de l'appeler son bipède, articule quotidiennement en sa présence. Et ben voilà, le perroquet, lui, il fait son boulot de perroquet, il perroquette. Avec la bonne intonation et tout. Bien sûr, mais c'est parce que ce ne sont que des sons pour lui, donc c'est le principe, et donc il répète. Moi j'ai connu un perroquet qui chantait des morceaux de refrains de chansons, mais on avait l'impression que la radio était allumée tellement c'était équivalent aux intonations, etc. Voilà, c'est rigolo. Et petite anecdote quand même, Rocco, il est pas inconnu en fait, parce que non, ça on le connaît. Rocco. Ça c'est peut-être la petite pointe de la news, c'est que Rocco, il était membre d'un zoo au Royaume-Uni, et il avait été expulsé. Parce qu'il disait trop d'injures. Donc, vous voyez déjà, c'était pas mal. C'est un perroquet particulièrement doué. Quoi. Ben voilà. Moi, je le trouve bien sympa, ce Rocco, finalement. Hein. Oui, il faudrait l'avoir compris. Oui, c'est ça. Il ne ferait qu'une seule chose, c'est répéter tout ce qu'on dit. Donc, que des conneries, donc. Voilà. Essentiellement, oui, sans doute. Voilà qui achève cet épisode 193. Il y a un bonus, je le répète, qui s'en vient dans les jours. Ça dépend un petit peu à quel moment vous écoutez cet épisode classique. D'ici quelques heures ou quelques jours, vous aurez droit à un bonus qu'on va enregistrer très rapidement. Et puis, entre Noël et Nouvel An, on se retrouvera avec un truc un petit peu particulier. C'est une surprise, je sais même pas moi-même ce que ça va donner, soyons tout à fait honnêtes. Et donc, il y aura quand même un petit quelque chose entre Noël et Nouvel An. Reste que on peut déjà vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, hein, soyons clairs, parce que voilà, c'est le moment. Benjamin avait sorti le pompon et le chapeau de circonstance. Merci à lui d'avoir donné cette petite couleur de saison. Mais je ne rêve pas, tu m'as appelé Benjamin. Je t'appelais Benjamin. Pourquoi je t'appelais Benjamin? Je ne sais pas. Sébastien. Voilà. Comme quoi, si on avait un perroquet, si Rocco était parmi nous, il dirait vraiment que des conneries. C'est vrai que Seb est le Benjamin de l'équipe. Voilà. Oui, c'est pas faux. Enfin, quoique, je sais pas maintenant. Non, je pense que Steph est plus jeune. Steph est plus jeune, je pense. Bon, ouais. Merci Sébastien, merci Benjamin, merci Bruno. Benoît. En plus, je ne connais aucun Benjamin, hein, soyons clairs. Donc voilà. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas, les pouces vers le haut, toujours vers le haut, les abonnements, que ce soit au service de podcast sur lequel vous nous écoutez ou sur YouTube. Tout ça, évidemment, c'est un tout petit peu notre salaire à nous. C'est se faire connaître et se faire connaître au plus grand. Mettez-nous des pouces. Mettez-nous des pouces. Ça, c'est un peu ça l'idée. À très bientôt. Au revoir.